Rencontre du troisième type. Les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bienvenue dans Rencontre du troisième type, une émission dans laquelle nous essayons de mieux appréhender l'avenir en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. On espère que votre été fut bon. Nous, on revient gorgé d'énergie grâce au temps libre qu'on a racheté. On en parlera avec notre invité. Et gorgé des livres de la rentrée. Aujourd'hui, on va parler OGM, démocratie participative, mais aussi chimères. Vous savez, ces charmants embryons animaux dans lesquels on implante désormais des cellules humaines et dont l'expérience a été autorisée plus longuement au Japon. Notre invitée du jour n'est pas essayiste, encore que. Depuis le début des années 2000, elle passe aux grilles du roman Notre société et ses évolutions technologiques et éthiques. En 2012, elle recevait le prix Médicis pour féerie générale qui racontait de manière assez expérimentale, littérairement, l'avènement des data et des réseaux sociaux. Chimère, c'est votre dernier roman, publié le 22 août dernier aux éditions de l'Olivier. Vous a raconté votre expérience au milieu d'une consultation citoyenne européenne. Libération vous demande d'écrire, demande à la narratrice, plutôt on en reparlera, une tribune. Vous choisissez les OGM et par le fil de vos rencontres, vous évoquez des expériences aussi de l'ordre du génétiquement modifié, celles menées autour de chimères, d'êtres hybrides mi-humains, mi-animaux. Vous infiltrez aussi, on l'a dit, une consultation qui réunit alors 12 citoyens tirés au sort. Il y a une candidate, par exemple, aspirante à Koh-Lanta, un employé Amazon avec des dreads, une psy voilée, une retraitée qui doit faire du sudoku pour retarder son Alzheimer. Possible, une Rome avec deux R aux accents messianiques, des ados contents de pouvoir sécher ou l'école ou une réunion familiale déplaisante. Tout ce beau monde se retrouve donc avec d'autres compatriotes le temps de 3 week-ends. Ils ne se connaissent pas, mais ils vont devoir statuer sur une grande question de société, le temps libre. Et votre roman met également en scène un étrange personnage, le premier homme-chien. C'est ultra documenté. Oui. À la limite de l'érudition, mais c'est aussi très drôle. Et le plus frappant, c'est que c'est pas de la science-fiction, c'est notre présent. Ça Emmanuel Pierrer, bonjour. Bonjour. Alors votre roman, votre enquête commence vraiment comme ça, avec un article sur les OGM. C'est quoi le point de départ ? C'est le Libé des écrivains qui propose chaque année à des écrivains de faire tout un numéro du journal Libération au mois de mars. Et donc on m'a proposé d'écrire pour ce numéro et j'ai proposé d'écrire sur les OGM parce que je n'y connaissais pas grand-chose et puis aussi parce que je me disais c'est curieux, moi je croyais que c'était interdit sur le territoire européen. Alors pourquoi est-ce que il y avait une actualité qui était que la Commission européenne devait statuer sur un maïs et l'autorisation. Je me disais pourquoi est-ce que des firmes demandent encore des autorisations puisque nous on a dit qu'on n'en voulait pas. Voilà, donc c'est parti sur cette interrogation-là. Et comme j'y connaissais pas grand-chose et qu'en même temps je me disais en tant que citoyenne et puis en tant que personne qui mange, je suis censée connaître des choses là-dessus, ne serait-ce que pour faire le marché. Donc je me suis renseignée, j'ai écrit un article là-dessus. Et ce faisant, de fil en aiguille, vous tombez sur... à force de lire des articles sur les manipulations génétiques, j'ai trouvé des choses sur le maïs et puis sur ces fameuses chimères homme-animal qui étaient autorisées depuis quelques années, en fait depuis 2008 au Royaume-Uni. Alors, dont l'expérimentation était limitée à 14 jours, il me semble. Donc on pouvait, c'est ça, depuis donc 2008. La France a déjà fait aussi des chimères animal-animal, par exemple. Mais homme-animal, c'est quand même un peu plus tabou, c'est quand même un peu plus compliqué. Et la loi, après beaucoup de réticences des parlementaires britanniques, la loi a été votée. Et depuis 2008, on peut faire des chimères et homme-animal. Et il faut par contre les éliminer au bout de 14 jours. Donc le but est thérapeutique. Et puis on disait à ce moment-là, il y a beaucoup de garde-fous. Donc en fait, pour se représenter, il s'agit d'embryons animaux auxquels on implante des cellules humaines. Oui, il y a plusieurs techniques. Soit on enlève le noyau de certaines cellules, on met un noyau humain à la place, ou soit on fait un amas de cellules. Enfin voilà. Et le but est d'étudier des maladies.
Et maintenant aussi, le but est de faire pousser des organes dans des animaux, de fabriquer de faire des animaux, des usines à organes humains, en fait. Voilà, donc c'était assez limité à ce moment-là, et puis petit à petit, ça devient... bien sûr, les bornes, les frontières tombent, et puis on peut aller de plus en plus loin. Et donc, en fait, vous écrivez cet article sur Libération, et vous avez, après publication de cet article, l'idée d'en faire un roman ? Oui, le sujet m'a paru assez important pour qu'on s'en saisisse. Et puis aussi parce que je me suis dit, là, c'est vraiment le moment où les chimères homme-animal passent au stade réel, en fait. Parce que des chimères, il y en a beaucoup dans les mythologies. Il y a les loups-garous, puis il y a toutes sortes de chimères. Dans les hommes-lions. Oui, voilà, dans toutes les mythologies. Je pense que toutes les civilisations ont pensé cette frontière un peu taboue de mélange de l'homme avec l'animal. Et là, c'est le moment, en fait, précis où ça devient réel, en fait. Et de ce passage de la mythologie dans le réel, je me suis dit, il faut vraiment en parler. Voilà. Et après, comme je ne suis pas une auteure de science-fiction, je le mets dans notre présent, quoi. Je pousse simplement à peine plus loin que la réalité pour imaginer qu'est-ce que ça donne si vraiment cet homme-chien naît. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais alors, justement, je me suis posé la question si vous n'étiez pas une espèce d'aficionado refoulé de la science-fiction, parce que quand on lit vos précédents romans, ça flirte toujours avec un futur très, très proche, mais qui reste quand même... qui pourrait être de l'ordre de la science-fiction. Oui, certainement que ça pourrait. Je ne suis pas une grande lectrice de science-fiction, j'en ai lu surtout quand j'étais ado. Et la question principale que j'avais quand je lisais de la science-fiction quand j'étais adolescente, c'était de me dire, mais comment ces gens en sont arrivés là ? Donc, je me disais, peut-être qu'on voit au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on devient adulte, on voit arriver les évolutions. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Par exemple, je me rappelle bien quand la brebis Dolly est arrivée en Écosse, c'était quelque chose qui m'avait fascinée, quoi. Et puis comment est-ce que ça rentre dans notre quotidien, en fait, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces inventions incroyables ? Alors cette Dolly, en plus, elle était à la fois hyper technologique, mais à la fois aussi très piètre. Finalement, elle a été mangée, je crois, ou elle est morte. Enfin, elle était malade. Enfin, c'était un peu... Voilà, mon homme-chien, il représente un peu ça, quoi. À la fois, il est très, très évolué scientifiquement et technologiquement, et à la fois, il surchauffe, il va pas très, très bien. Il est plutôt de bonne volonté, mais aussi, il est un peu grognon. Enfin, j'essaie d'inscrire ça dans notre réel contemporain. Et qu'est-ce qui vous a nourri dans l'écriture de ce roman ? Est-ce que c'était à la fois une enquête, des articles ? Est-ce que vous êtes allé voir du côté je me souviens plus exactement du titre, le docteur Moreau? Le docteur Moreau, ouais, exactement. Oui, j'ai lu pas mal de choses. Oui, je me documente beaucoup et pendant plusieurs années. En plus, c'est aussi un mode de vie, en fait, se documenter sur les choses et puis de pas laisser la documentation à un stade inerte, mais en fait d'en fabriquer un objet qui est de la littérature. Ouais, c'est comme ça que je fais. Et cette documentation, elle a lieu à plein de niveaux. Donc elle a lieu en effet avec, comme l'île du docteur Moreau, avec des textes littéraires, mais aussi avec des textes plus scientifiques. J'ai rencontré aussi quelques scientifiques pour ne pas dire trop de bêtises, leur demander comment est-ce que je pouvais fabriquer mon homme-chien. Et puis ça a lieu aussi avec des choses que j'entends à la radio. Et puis je consulte des blogs pour avoir accès aussi à des modes de pensée de personnes que je ne rencontrerais pas forcément dans la vie, quoi. Et donc par exemple, là il y a un personnage de Manouche que j'aime bien, qui s'appelle Wendy, et je suis allée voir des blogs de Manouche. Je suis allée lire comment des femmes échangeaient entre elles, comment est-ce qu'elles s'expriment, comment elles se parlent, qu'est-ce qu'elles disent sur le peuple gitan, voilà. Et alors, vous disiez que pour composer ce roman, vous êtes allé à la rencontre de plusieurs scientifiques pour nourrir votre propos. Et votre personnage de la narratrice, j'ai toujours un peu du mal. Est-ce que c'est vous ? On peut dire que c'est moi, oui. C'est un moi un peu fictionnalisé, mais je mens un peu sur ce que j'ai fait ou pas fait, mais c'est quand même moi à peu près. Donc vous tombez sur Tatiana qui travaille sur des chimères et qui vous met en contact avec Jacques Testard. Alors Jacques Testard, c'est un peu le papa des bébés éprouvettes. Et on découvre, alors je
je sais pas si c'est vrai, vous allez me le dire, on découvre qu'en fait de papa des bébés éprouvettes, il est passé à être une espèce de champion de la science citoyenne et participative. Oui, c'est vrai ça. Vrai, oui. Oui, il s'est dit ça va trop loin. Enfin, je sais pas comment il se l'est dit, à quel moment précis de sa carrière. En fait, donc il a fait une grande carrière, en effet, comme biologiste. Il a fait naître le premier bébé éprouvette français, Amandine, en 82. Ouais. Et puis à un moment, il s'est dit il faut que les citoyens puissent dire s'ils veulent ou pas avoir des Dolly, des clones, des chimères hommes-chiens, des OGM. Il faut qu'on demande aux gens s'ils sont d'accord ou pas, en fait. Et donc il a travaillé, mais pas lui seul. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, sur la science citoyenne. Comment est-ce qu'on peut consulter les gens, faire des consultations et comprendre de quel côté veut aller la société pour ce qui est de toutes ces inventions scientifiques, mais aussi sur le nucléaire, etc. Et donc il existe, ce sont les Danois qui ont inventé ça, et Jacques Testard est assez précis sur le protocole. Il explique ça, il est très précis et rigoureux là-dessus. Il faut suivre vraiment le protocole pour que les choses se passent de manière souhaitable, en fait. Le protocole, ce qu'il appelle les conventions de citoyens, c'est de tirer au sort des gens dans la population, de les faire réfléchir sur un sujet. Donc on leur donne un sujet, le nucléaire par exemple, mais il faut les former. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a une consultation sur les pesticides, par exemple, où on va faire une sorte de sondage à combien de mètres vous voulez qu'on mette les pesticides depuis les habitations. C'est complètement ridicule, en fait, parce que personne ne sait quelle est la dangerosité. Voilà, il faut d'abord s'informer, comprendre comment le vent peut agir là-dessus, les écoulements d'eau, quels sont ces pesticides, de quoi est-ce qu'on parle, etc. Donc, il y a toute une information à faire d'abord, avec des avis contradictoires, surtout sur le sujet. Et puis ensuite, il faut que les citoyens se mettent d'accord. Et puis aussi, il y a une autre condition qui n'est pas facile à réunir, c'est que les élus veuillent bien appliquer l'avis des citoyens quand ils l'ont demandé. Voilà. Et en fait, très souvent, on demande aux gens, et ensuite, bien sûr, les élus font absolument ce qu'ils veulent, et le contraire de ce qu'on leur a indiqué. Et donc ça, c'est contraire au protocole. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ça a déjà été mis en place, expérimenté à niveau européen ? Oui, ces consultations des citoyens. Donc la mienne a lieu au niveau européen. On tire 12 citoyens au sort dans chaque pays européen. Et j'avais lu un compte-rendu d'une de ces conférences, mais elle avait des biais, en fait. Voilà, il y a toujours des biais. Par exemple, j'habite à Lyon, et il y avait en France, c'était la région de Lyon qui représentait cette conférence de citoyens. Et c'était une conférence sur l'usage de la ruralité, de la campagne. Qu'est-ce qu'on fait de la campagne, en fait? Comment est-ce qu'on organise c'était sur l'organisation du territoire. Et le biais, là, c'était qu'on avait demandé à des gens militants, par exemple. Il faut vraiment que les gens tirés au sort soient n'importe qui. Donc ça peut être un SDF, après il y a un problème pour pouvoir contacter les gens, mais... ça peut être un enfant. Sur les listes. Oui, voilà. Alors, il faut qu'il y ait des enfants, justement, parce que le monde qu'on construit, c'est le monde de demain. Les générations futures. Les générations futures doivent participer aux conférences. Donc, j'en ai mis deux jeunes ados dans mon panel. Alors justement dans la consultation des citoyens que vous mettez en scène dans votre roman, on consulte ces citoyens sur des questions aussi diverses que l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, mais aussi la chasse, le terrorisme et aussi le temps libre. Et en fait, on se retrouve, c'est assez drôle, les citoyens français qui pensent récupérer le sujet des nanotechnologies, un sujet vraiment important selon eux. Finalement, on leur confie le thème du temps libre. Ils sont plutôt déçus au départ, alors que pourtant, aujourd'hui, la question du temps libre est centrale. On peut même y voir une espèce de pendant de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait notre temps libre dans un temps gouverné par l'intelligence artificielle? Et en fait, c'est drôle parce qu'ils font le choix de l'éprouver littéralement, d'expérimenter ce temps libre. Vous écrivez je ne sais pas si vous l'écrivez vraiment. La question, c'est est-ce que vraiment on ne l'éprouve plus, ce temps libre, cette oisiveté,
Vous écrivez que c'est un peu de la faute à Montesquieu, notre saint patron ici chez Isbeck et Erika, qui se déchaîne contre l'oisiveté des peuples. Est-ce que vous pensez qu'on n'arrive plus à l'éprouver vraiment Dans la modernité, on a mis en avant le travail plutôt que le farniente. On a mis en avant l'efficacité, la réussite, le 100%, 100% tout, 100% beaucoup de choses. Et peut-être avec les smartphones, j'ai l'impression moi, qu'on a du mal à être dans la simple contemplation, par exemple, ou dans l'instant présent. Donc au début, les Français se disent, non mais dans le monde où on est, avec les problèmes qu'on a, il faut être sur le pont, quoi. On ne peut pas être en train de ne rien faire. Il faut être performant. C'est pas le moment, alors qu'il y a des guerres partout, de se mettre à réfléchir au temps libre, quoi. C'est ridicule. Et donc ils ont honte que la France est copée de ce sujet-là quand d'autres pays comme le Danemark ont l'intelligence artificielle ou le nucléaire. Donc ils sont drôlement embêtés. Pour un grand pays, ils se disent quand même c'est un peu la honte. Et puis finalement, ils se disent peut-être qu'il y a affaire avec ce sujet-là, qui est peut-être un sujet d'avenir plus que ce qu'on croit. Enfin, pour eux, en tout cas, au départ, c'est pas évident. Mais peu à peu, ils viennent à cette idée que si on travaillait beaucoup moins, si on se reposait, donc eux, ils décident, ça serait la situation peut-être écologique serait bien meilleure. Donc ils en viennent à essayer de prouver à l'Europe que c'est un sujet d'avenir, le farniente. Mais bon, ils sont assez mal écoutés en fait. Les commissaires européens ne sont pas tout de suite convaincus ils n'abordent pas du tout la question du revenu universel, qui est pourtant un pendant de ce sujet du temps libre. Disons qu'ils n'abordent pas grand-chose, mais français, puisqu'ils décident justement d'éprouver le temps libre, donc ils ne font plus rien du tout. Oui, ils se font des séances de spa, de piscine, pendant les week-ends, où ils week-ends. sont censés réfléchir et recevoir des spécialistes de leur sujet, finalement, ils ne font rien du tout. Donc après, ils ne sont pas très prêts pour leur exposer devant la commission. Oui, ça donne un branle-bas de combat assez comique. On n'éprouve plus l'oisiveté. Par contre, ce qu'on éprouve tout particulièrement, et vous l'illustrez par votre personnage de Brigitte, c'est la solitude. Alors Brigitte qui est tellement seule et qu'elle se languit d'une relation amoureuse qui n'en est pas vraiment une. Moi je l'ai perçue comme ça. Celle avec son amant mexicain. Oui, exactement. Elle attend le retour d'un amant mexicain qui est un anthropologue mexicain et qui en fait habite dans des aéroports. C'est un personnage de voyageur. Il est en freelance, anthropologue en freelance. Et au lieu d'avoir une maison, puisqu'il travaille dans le monde entier, un peu comme font les écrivains en ce moment, il a décidé tout simplement d'habiter dans des terminaux d'aéroports. Donc il est toujours dans une nouvelle ville. Et puis c'est assez bien aménagé, en fait, les aéroports. On peut assez facilement trouver tout ce qu'il faut. Il laisse ses bagages dans la salle de prière qu'on trouve dans tous les aéroports parce qu'en général c'est l'endroit le plus sûr. Voilà. Et donc Brigitte croit qu'il va revenir, espère, mais il ne revient pas puisqu'en fait il vit et en fait, partout dans le monde. On se rend compte qu'ils ont deux perceptions très différentes de leur relation. Brigitte a l'impression d'être avec cet homme. Et cet lui, homme la voit comme une ex ou une amie. Oui, lui, il est dans beaucoup d'endroits à la fois. C'est ça. Donc Brigitte, elle se sent seule et c'est elle qui reçoit le bébé chien. En fait. Au départ, la scientifique qui l'a fait n'est pas sûre qu'elle ait réussi à le fabriquer, parce qu'elle passe par beaucoup d'échecs et d'erreurs. Donc elle aboutit à nouveau à un bébé chien, un setter qui naît transgression le soir de Noël. Et il pense qu'il est raté. Il ressemble tout à fait à un petit chiot. Donc elle l'envoie chez sa copine à Cergy-Pontoise, qui est donc cette Brigitte, qui reçoit ce petit chien et qui transfère sa solitude et son désir de relation sur ce petit chiot, qui ensuite grandit de plus en plus bizarrement, mais elle ne s'en rend pas trop compte parce qu'elle s'est attachée fortement à lui et il a beau devenir assez particulier, elle continue de l'aimer tel qu'il est. Et alors, vous le décrivez, je révélerai pas la fin, mais à la fin du roman, vous utilisez quand même le terme de post-humain. Ce qui m'a frappée parce que je n'avais jamais envisagé le post-humain
comme possiblement un homme-chien. Quand on dit post-humain, on va penser à un homme augmenté de manière mécanique, alors peut-être avec une prothèse, peut-être génétiquement modifié ou amélioré, mais en aucune manière un homme-chien. Oui. C'est au moment où il entre au Parlement européen. Il y a des sièges qui sont laissés libres pour le Brexit et tout d'un coup les parlementaires se disent on va essayer de faire quelque chose de fort. Voilà, le Parlement européen, je vais aussi me documenter sur ce sujet. Ça paraît très, très engoncé en fait. J'ai regardé les débats qui se passaient au Parlement, tout me semblait complètement cadré, vraiment il semble très difficile d'agir vraiment quand on est parlementaire. Donc là, ils ont pris une première décision qui est en 79 d'élire une femme comme présidente, Simone Veil. Et là, ça se passe en 2017 et Simone Veil vient justement de mourir la veille et il décide de faire un coup fort à nouveau et il se trouve que l'homme-chien se trouve là. Bon, je vous passe les détails de l'intrigue qu'il se trouve à ce moment. Voilà, qui se trouve au Parlement à ce moment-là. Et il décide de faire un nouvel acte fort et de dépasser, non, on avait déjà dépassé par la femme et maintenant on va dépasser encore par l'avenir de l'homme qui est le post-humain. Bon, s'ils en ont qu'un sous la main à ce moment-là, c'est un homme-chien, mais c'est déjà un peu plus qu'un... Et vous pensez que ce serait plausible ? Ce serait possible d'avoir un homme-chien érigé au statut de député, voire d'avoir un homme-chien tout simplement ? Non, je ne crois pas que ce serait possible, mais c'est une manière de parler quand même de notre rapport à la science. Ouais. Ce qui est possible, parce que bien sûr mon homme-chien c'est un vrai personnage. Quand on parle de chimère homme-animal en ce moment, c'est vraiment plutôt des animaux qui sont instrumentalisés en fait. C'est c'est des usines à organes, à greffe en fait. C'est affreux de traiter les animaux de cette manière-là. Voilà. Donc le mien est un personnage plutôt de roman. Mais c'est une manière de parler. Il aime les films de Rohmer, regarde des animes japonais, alors parfois avec un peu de malheur dans ses choix. Il essaie de bien faire en même temps, il est plutôt de bonne volonté. Et puis Brigitte l'éduque selon des principes Montessori pour en faire une bonne personne. Voilà, en fait, chacun dans le livre a ses lubies, ses principes, ses valeurs et essaie d'appliquer au monde qui change ses valeurs alors qu'elles sont plus tellement en accord en fait. J'ai l'impression, c'est vraiment mon rapport avec la technologie et peut-être celui de beaucoup de gens. On a des principes et tout d'un coup des nouveautés arrivent. Et il faut faire avec quoi. Mais même dans le mouvement des Gilets jaunes, il me semble qu'on avait quelque chose comme ça quoi. Les choses vont vite, il faut s'adapter à tout un tas de nouveautés et ça ne correspond pas à ce qu'on attend du monde. Est-ce que vous ressentez vous-même un décalage avec il est permanent en fait parce que là ça évolue quand même très très vite. Enfin cet été donc j'avais commencé à travailler sur ces hommes, ces chimères homme-animal depuis 2014 à peu près et cet été quand mon livre était déjà imprimé, commençait à circuler parmi les journalistes etc. J'en avais quelques exemplaires distribués à des amis. J'ai reçu plein de messages pour m'informer à cet été 2019 au Japon on autorisait bien plus que ce que j'avais c'est sorti mi-août autant que j'ai indiqué dans mon livre. C'est-à-dire en fait de faire naître des chimères homme-animal. Moi j'avais poussé un petit peu plus loin pensant faire de la science-fiction, une sorte de quasi-science-fiction en faisant qu'un personnage faisait naître une chimère, mais en fait la réalité a cet été rattrapé le livre puisque c'est autorisé maintenant. La réalité est plus imaginative que nous, il faut croire. Alors quand on regarde la rentrée littéraire, alors à la fois Laurent Binet avec Civilisation, Aurélien Bélanger avec Continent de la douceur et aujourd'hui vous mettez l'Europe au cœur de votre roman. Comment vous expliquez en fait que cette Europe soit choisie comme sujet central de beaucoup d'œuvres littéraires aujourd'hui ? Est-ce que c'est lié à la sensation de perdre une Europe, de plus trop savoir la définir. Oui, il y a Jean-Philippe Toussaint aussi qui a fait un livre sur l'Europe. La clé USB. Oui, la clé USB. Je crois qu'il est temps quand même de prendre les choses au niveau européen. Ça paraît urgent même. Ça me semble pas du tout étonnant et ça me semble enfin un soulagement même. Parce que
justement en travaillant sur ces sujets scientifiques, oui, je suis allée visiter le Parlement, je me suis occupée de toutes ces choses parce que j'ai travaillé sur les sujets scientifiques parce qu'une autorisation était demandée au niveau européen pour des maïs OGM. Et en fait, la plupart des choses se décident au niveau européen. Ensuite, on ne fait dans la loi française que appliquer à peu près... ce qui a été décidé au niveau de l'Europe. Alors parfois, justement, sur les OGM, on demande des moratoires, on fait passer des décrets, des arrêtés pour dire que non, en fait, on ne va pas appliquer tout de suite la loi, etc. Mais il y a quand même un moment où la loi, c'est la loi, et il faut l'appliquer dans tous les pays, même si on n'est pas d'accord. Donc c'est absurde d'y réfléchir au niveau français, puisque ce n'est pas là que ça se passe du tout. C'est au niveau européen. Donc ça me semble une très bonne idée que les auteurs s'occupent de ça. Et puis de réfléchir à ce que c'est que cette chimère européenne avec tous ces pays disparates et qui essaient de tenir ensemble comme un corps et qui n'y arrivent pas très bien. C'est ça aussi le sens de la chimère. Et alors vous mettez en scène des consultations citoyennes, donc une espèce d'aspiration et une forme de démocratie participative. De ce que vous avez observé, ce serait une voie possible qui se concrétiserait les résultats. Alors on s'aperçoit dans votre roman les résultats de cette consultation européenne. Les députés saluent le travail qui a été réalisé par les citoyens, mais on comprend qu'au fond ce sera pas ils vont utilisé. Pas vraiment en tenir compte. Bah oui, c'est à double tranchant. Ouais. Moi, ça me paraît très très important de s'occuper de ça. J'ai rencontré plusieurs fois des scientifiques ou des journalistes qui réfléchissent à la science, qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut faire intervenir les citoyens dans le débat sur la science. Et en effet, il faut suivre des protocoles assez précis parce que sinon c'est la catastrophe. Pour moi, c'est vraiment important et ça serait, je voudrais militer pour ça, pour qu'on développe ces débats. Mais il faut et d'ailleurs c'est venu aussi petit à petit les années passantes pendant que j'écrivais mon livre, puisque maintenant depuis le mouvement des Gilets jaunes, ils ont au moins réussi à débloquer ça, qu'on a dit qu'on allait faire un grand débat, une grande consultation, etc. Sauf que bien sûr les Gilets jaunes ont appelé ça le grand blabla, le grand débat, et ils ont bien raison parce qu'il faut quand même ensuite ce sont des promesses, ces grands débats et ces consultations, et des promesses pas tenues, c'est encore plus grave que de ne pas avoir promis en fait, c'est encore générateur d'une plus grande violence. Donc bien sûr, il faut le faire, mais après, il faut aussi il faut tenir sa promesse et faire ce qui a été dit par les peuples. Donc c'est là que ça se complique. Et en effet, mais c'est aussi parce que tout ça est fait de la fiction, en fait, et que c'est quand même assez rigolo. J'ai bien aimé, par exemple, rassembler mes 12 personnages le fait de les tirer au sort, ça donne des personnages qui sont très différents. Donc c'est amusant pour une fiction de rassembler des gens qui sont très très divers et pas des gens du même milieu social. Et de même, j'avais lu des comptes rendus de consultations comme ça, de conventions de citoyens. Et en effet, quand ils arrivent devant les élus les écoutent poliment et puis leur demandent après vous êtes fiers d'avoir participé à cette opération, c'était bien. Cette opération, ils utilisent le terme d'opération. Oui, comment était l'hôtel, est-ce que vous avez bien est-ce que vous avez bien mangé, vous avez été bien reçu, vous êtes content, voilà. Et donc il y a une sorte de mépris et donc les gens ont l'impression, à la fois ils sont très contents et fiers d'avoir fait ça, et à la fois il y a une sorte de mépris. Ils ont l'impression d'avoir été utilisés en fait. Oui, bien sûr, ouais. Et Jacques Testard, alors là c'est vraiment merveilleux ce qu'il raconte. Il faut lire son livre qui s'appelle L'Humanitude, où il décrit un phénomène qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai eu envie de mettre un petit peu en scène, qui est que quand on demande à des citoyens et leur avis sur un sujet, qu'on respecte vraiment le protocole et qu'ils savent qu'ils vont être entendus et qu'il y aura des conséquences de ce qu'ils vont dire, ils deviennent comme des sortes de saints. Tout d'un coup, alors que d'habitude ils s'occupent de leur point de vue privé, de leurs petites affaires, etc. Là, tout d'un coup, ils se prennent au jeu de la du point de vue collectif. Ils se sentent investis. Oui. Et ils réfléchissent vraiment de manière très saine et sereine. Et Jacques Testard dit qu'on a expérimenté le fait que n'importe qui, en fait, avec son bon sens, du moment qu'on l'informe correctement sur les choses, peut donner un avis qui n'est jamais un avis extrême, par exemple, et qui sont toujours des avis extrêmement sensés qui sortent des conférences de citoyens ou des conventions de citoyens. Alors, ce qui était, en fait, je dis dans le livre que j'ai rencontré Jacques Testard,
Et c'est faux. Simplement, j'ai regardé beaucoup de vidéos, donc la scène semble avoir... J'étais persuadée que vous l'aviez rencontré. Oui, je sais que c'est un petit peu décevant, mais depuis que le livre est sorti, je lui ai envoyé, en fait, je l'ai prévenu qu'il était un personnage du livre, parce qu'il ne le savait pas. Et je sais que ça peut être un peu désagréable d'être un personnage sans le savoir. Et donc, il m'a dit, c'est très bien tout ça, super, le livre, c'est amusant et tout, mais simplement, vous auriez dû, en tant que militant, je regrette un peu que vers la fin, on n'ait pas eu une nouvelle conversation, parce qu'il m'explique ses conférences, et je lui dis très bien, je vais y aller voir à quoi ça ressemble, etc. Et c'est lui qui me motive à aller voir la conférence. Et il me dit, en tant que militant, j'aurais voulu qu'à la fin, on dise qu'elle est malmenée, cette conférence, qu'elle n'est pas bien faite, que les commissaires, comme vous disiez, n'écoutent pas vraiment les citoyens, etc. Et après, ça tourne d'ailleurs beaucoup plus violemment, une fois qu'ils ont été mal écoutés. Donc il me dit, on aurait dû avoir un petit dialogue vers la fin où on remet les choses à plat. Alors, évidemment, j'avais pas trop envie de mettre dans mon livre un point de vue de militant qui refait le bilan comme ça, de manière un peu sentencieuse, mais là où je voulais en venir, c'est le fait qu'on s'est dit tous les deux qu'on allait faire ça dans le réel. Je dis, puisqu'on n'a pas fait ça dans la fiction, on va le faire dans le réel, on va essayer de trouver des endroits où on peut parler de ça tous les deux, en public, et faire la promotion des conventions de citoyens, puis à la fois parler du livre qui le... Et vous allez en organiser, en animer? Je sais pas, oui, j'aimerais bien, oui. Alors, j'étais l'autre jour à la BPI... dans un festival à Beaubourg, le festival Extra, et on a commencé à discuter avec une personne qui s'occupe de cela, du département imaginé de la BPI, du fait qu'on pourrait organiser ça. C'est une possibilité, mais on pourrait aussi le faire du côté des sciences citoyennes, en fait, de scientifiques. Et, voilà. Je trouve que ça serait une très belle suite au livre. Justement, je m'étais fait la réflexion en lisant votre roman qu'à aucun moment la narratrice émet un jugement. Elle est plutôt bienveillante. Je juge pas. Oui, j'ai une posture en tant que personnage dans mon livre. Je suis toujours un petit peu naïve. Je me laisse un peu embobiner par les uns et les autres. Je suis observatrice. Oui, c'est ça. Je suis ce qui tombe bien parce que dans les conférences de citoyens, on m'autorise à être là avec la condition que je n'ouvre pas la bouche. Parfois, je l'ouvre un peu. Du coup, ça fait changer le scénario, mais je me permets des écarts avec la règle. Mais j'ai plutôt tendance à suivre les uns et les autres parce que j'aime bien ça, en fait. J'aime bien que chacun ait sa petite lubie, que la Manouche pense d'une certaine manière. D'ailleurs, elle m'embobine un peu. Elle me fait faire elle me fait écrire pour elle une candidature pour Dieu. Bref, elle me fait écrire des lettres à Dieu. Et j'accepte. Après, j'accepte un peu à reculons. Et puis finalement, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, d'écrire à Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est n'importe quoi. Mais j'ai tendance, mais j'aime plutôt bien suivre j'aime bien que chacun ait ce qui est une diversité, en fait, d'opinions, d'avis, de manière d'être et de vivre aussi. Je trouve ça quand même assez savoureux. Et pourtant, il y a quand même une dimension de lanceuse d'alerte. Vous écrivez sur les OGM, les nanoparticules, les chimères, on a évoqué. Oui, c'est peut-être cet écart-là, en fait, qui me semble assez fort. C'est-à-dire que si on laisse... Moi, je suis un peu les courants tels qu'ils existent dans la société. Je suis les opinions des uns et des autres. Et je m'arrange aussi, en tant qu'auteur, pour que ça aboutisse à une sorte de grosse catastrophe, quand même. Un homme chien au Parlement européen, c'est quand même... ça fait un peu froid dans le dos. Donc, oui, c'est ça, sous couvert de naïveté, je manipule un peu, quand même, la fiction. Et alors, dernière question, est-ce que vous êtes optimiste quant à notre futur, à notre avenir? Documenté roman après roman. Oui, moi, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, enfin avec la vérité, parce que je suis de nature pessimiste. Et c'est pour ça que je suis obligée d'écrire des livres dans lesquels pour l'exulter, oui, voilà, où je reprends tous ces éléments du monde envers lesquels je suis pessimiste pour en faire quelque chose de jubilatoire, en fait. Ça, c'est ma thérapie, peut-être, je sais pas. Ou ça permet aussi d'orienter les choses, peut-être. Enfin, mon espoir secret, c'est que ça n'arrange pas les choses que pour moi, mais que ça permette aussi de poser des questions et puis d'arranger les choses par ailleurs. Merci beaucoup. Merci Notre odyssée dans le présent pour mieux comprendre le futur touche à sa fin. J'espère que ce périple vous aura mis en appétit pour lire Chimère d'Emmanuel Pirer, paru aux éditions L'Olivier. Merci encore 1000 fois Emmanuel Pirer d'avoir initié cette rentrée. Merci à l'excellente Romane Munier, taulière des podcasts chez Uzbek Erika et qui veille toujours au grain derrière sa console. Au mois prochain pour une nouvelle
Exploration du futur. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute usuelles et grâce à notre partenaire Ocha. Et on prend évidemment toujours tout bonbon, plainte ou fleurs et abonnement. À bientôt.